Soyez les bienvenus dans Économie le Max sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, Ukraine, Irak, Libye, Proche-Orient. Le risque géopolitique s'est considérablement accru à travers le monde depuis le début de cette année 2014. Comment y réagissent les investisseurs et les marchés financiers? Beaucoup de différences, on le verra, entre l'Europe et les États-Unis. Michael Gabay sera avec nous. Et puis 0,0, c'est la croissance au deuxième trimestre du PIB de la France. Deuxième croissance nulle consécutive et conjuguée à la quasi-absence d'inflation, l'éventualité d'une nouvelle récession se précise du côté de Paris. Les chiffres, les détails et l'analyse en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres et merci d'être avec nous. Le tour du monde avant tout cela, de l'actu économique et d'abord un point sur la situation en Ukraine. La Banque centrale ukrainienne évoque une panique au sein des milieux économiques mais aussi de la population pour expliquer l'effondrement de la monnaie locale ces derniers jours. La hryvnia a atteint son plus bas historique cette semaine à 13,13 pour $1, moins 43% face au dollar depuis mars et le début du conflit, moins 35% face à l'euro. Pour la directrice de la Banque centrale, mis à part donc la panique, il n'existe aucun facteur économique qui justifie de tels niveaux. Et d'ailleurs à Donetsk, dans l'est du pays, toujours en proie au combat, les habitants fuient peu à peu la ville. Les marchés sont désertés. Dès qu'ils ont commencé à bombarder la ville, beaucoup de résidents sont partis de Donetsk et notre marché est désert maintenant. Ici, nous survivons à peine car il n'y a pas de réserve de légumes et de fruits frais. Il n'y a pas de clientèle, vous comprenez? Alors ça n'a pas d'intérêt de gonfler les prix. Et dans la Russie voisine, on réfléchit désormais à diversifier les fournisseurs de denrées alimentaires. Vous le savez, Moscou a décidé des embargos contre de nombreux produits européens en réaction aux sanctions occidentales à son encontre. Et c'est la Turquie qui entend profiter de ces tensions autour du dossier ukrainien. Ankara qui envisage d'exporter davantage de produits agricoles vers la Russie. La Russie a décidé d'imposer un embargo à plusieurs pays et il recherche actuellement de nouveaux marchés pour des raisons essentiellement politiques, mais aussi économiques. C'est un problème qui concerne ces pays en question, mais nous allons évaluer si nous pouvons étendre nos importations à la Russie. Ils ont des demandes spécifiques pour les volailles, les produits laitiers et les œufs. Nous devons prendre une position stratégique sur ces produits. Voilà, et en réponse, le ministre russe de l'Agriculture, Nikolai Fyodorov, affirme que ces importations de produits turcs en Russie vont accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Et curieusement, la Turquie va sans doute partager ses parts du gâteau, si l'on peut dire, des importations russes avec Israël, puisque d'après le quotidien israélien Haaretz, Moscou se dit intéressé à augmenter ses achats de fruits en provenance d'Israël, pour les mêmes motifs, bien sûr, de crise avec l'Occident. Et cet intérêt survient justement au moment même où des pays comme la Jordanie ou même des États européens ont déjà cessé certains de leurs achats de produits israéliens, comme les mangues, suite au conflit avec le Hamas. Un entremêlement d'intérêts Russie, Turquie, Israël assez intéressant et inédit en tout cas. Et toujours concernant Israël, on signalera le très relatif déclin de la contribution du secteur des hautes technologies à la croissance du pays. En 2013, la production pour ce secteur a augmenté de 3,5% pour un total de 22,2 milliards de dollars. C'est à peine supérieur à l'ensemble de la croissance israélienne, 3,3%. Le high-tech pèse donc aujourd'hui 12,5% du PIB contre 14% en 2012. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour Israël puisqu'en valeur, tous ces chiffres progressent et surtout les exportations en matière de technologie de l'information ont gagné 13% l'an dernier à 20 milliards de dollars, exportations principalement en direction de l'Asie. Enfin, un mot de la situation de l'Argentine. Et c'est officiel, les négociations privées ont échoué entre un groupe de banques, de grandes banques, dont JP Morgan ou HSBC, et les fonds vautours, les deux fameux fonds qui réclament le remboursement par Buenos Aires de 1,3 milliard de dollars. Les banques en question discutaient pour racheter cette créance, ce qui aurait évité un défaut de paiement total à l'Argentine sur plusieurs dizaines de milliards de dollars. D'après Aurelius Capital, l'un des deux fonds, aucune des propositions n'était acceptable, de quoi prolonger le cauchemar de la présidente argentine. L'Argentine sait que c'est une situation de dette et aujourd'hui nous sortons du rouge. Et c'est lorsque nous retournons vers la croissance et que nous nous remettons sur nos pieds que les fonds vautours reviennent. Donc je pense que ce n'est pas seulement le problème de l'Argentine, c'est un problème mondial. Et cela s'est produit pour les pays africains, pour le Pérou et même pour la France.
Jusqu'à quel point les investisseurs observent-ils et redoutent-ils la récente aggravation des risques géopolitiques à travers le monde? La crise ukrainienne, puis l'instabilité en Irak, en Libye, mais aussi le conflit au Proche-Orient ont bel et bien un impact sur les marchés financiers. Mais cet impact varie par son ampleur, que l'on soit en Europe ou en Amérique. Avant d'en parler avec Michael Gabay, Anthony Less nous propose un panorama des conséquences de cette instabilité. On regarde. Crispation sur les marchés financiers européens. L'Eurostoxx, qui regroupe les principales valeurs de la zone euro, a chuté de 9,5% en 2 mois. Principale raison, les mauvaises nouvelles sur les fronts géopolitiques. Eh bien, tous les problèmes d'hier sont encore ceux d'aujourd'hui et malheureusement, presque tous les jours, quelque chose de nouveau vient s'ajouter. Nous avons des conflits en cours en Israël, à Gaza, en Ukraine, en Irak et en Libye. Puis de nouvelles inquiétantes, telles que les faillites bancaires du Portugal ou les sanctions contre la Russie. Ces nouvelles sont constamment rapportées dans les médias, ainsi que les contre-sanctions par le président russe Vladimir Poutine. Dans un tel environnement, on ne peut pas s'attendre à un quelconque progrès. L'escalade des sanctions économiques entre les États-Unis et la Russie a fait monter d'un cran les inquiétudes des investisseurs, déjà minées par les crises dans le Proche-Orient. De probables répercussions sur le climat des affaires sont attendues, touchant à terme la croissance. L'Allemagne, grand exportateur vers la Russie, est la plus touchée. Les commandes à l'industrie ont baissé en juillet de 3,2% sur un an. Le DAX, l'indice boursier allemand, a perdu 1000 points en un mois. En général, les sanctions contre la Russie sont très nocives pour l'Allemagne. Elles ont des conséquences sur les bénéfices et la situation de l'emploi. Ces sanctions contre la Russie décidées par le monde et l'Europe sont particulièrement difficiles pour l'économie allemande. L'Allemagne, qui porte à bout de bras une Europe malade, est à l'arrêt. Le PIB allemand se serait contracté de 0,1% au deuxième trimestre, pour la première fois depuis 2012. Les dettes des pays du sud de la zone euro, jugées plus fragiles, pourraient aussi faire les frais de la prudence des investisseurs et fragiliser toujours plus une reprise de la croissance européenne. Pour l'heure, l'Italie est en récession, la France à l'arrêt. Seule la Grande-Bretagne tire son épingle du jeu avec une croissance de 0,8% au deuxième trimestre. Voilà, en tout cas, la crise en Europe n'a pas attendu ces événements, mais tout de même, ces événements risquent bien d'aggraver la situation sur le vieux continent, plus peut-être qu'en Amérique. On va le demander à Michael Gabay. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes économiste. Alors d'abord, l'Europe, ne serait-ce que géographiquement parlant, est-ce qu'elle est davantage exposée à ces risques géopolitiques que les États-Unis, par exemple ? C'est sûr que l'Europe, de toute façon, historiquement, est plus centrée sur elle-même et sur ses zones limitrophes. Donc effectivement, la Russie, on achète plus facilement à côté de chez soi que loin de chez soi. La Russie est consommatrice de pas mal de produits qui sont produits en Europe. On peut penser à l'automobile, par exemple avec Renault, qui est très exposé sur la Russie. On peut penser, c'est intéressant, mais c'est de grands consommateurs de saumon. Donc on a vu de fortes baisses dans toute la zone norvégienne, etc. C'est plusieurs secteurs au niveau de la consommation qui vont être touchés justement par ces sanctions. Et on a vu moins de 10% à peu près pour les valeurs européennes depuis le début de la crise vraiment ukrainienne. Aux États-Unis, c'est pas le cas, pas du tout. Non, aux États-Unis, pas du tout. Les États-Unis sont... de toute façon, l'économie américaine et l'économie européenne sont à deux niveaux de temps, dans deux zones de temps qui sont complètement différentes. L'Europe... Comment ça s'explique d'ailleurs ? Voilà, l'Europe, de toute façon, est plus conservatrice. De toute façon, c'est par essence... Elle est plus psychorigide, c'est la vieille dame, c'est des choses. Les processus prennent plus de temps. Il y a eu aussi le fait que l'Allemagne a été très longtemps contre toute dévaluation artificielle, tout plan financier de sauvetage, puisque les États-Unis, la Fed a fait ce travail-là. Les États-Unis, c'est même pas qu'elle a fait ce travail, c'est qu'elle est en train de sortir de ce travail tellement le travail a bien marché. Ouais. On n'a pas fini, on est en train de sortir, mais ce qui a été mis en place par Greenspan depuis 2008, avec tous les quantitative easing, donc tous les élargissements en termes de quantité d'argent, les milliards qui ont été mis sur le marché. Aujourd'hui, là, ça poursuit avec Bernanke et ça se poursuit encore un petit peu quand même. Exactement, ça se poursuit avec Bernanke et ça sort. Non, là, depuis que la nouvelle, la Janet Yellen est en place, tous les mois, elle réduit de 10 milliards de dollars les achats de la Fed. Donc la Fed est dans une phase pas de contraction, puisqu'elle est encore en continu, mais elle est en phase de contraction de l'expansion. Et globalement, Wall Street, quand même, qui a atteint des records ces derniers mois, malgré la crise en Ukraine ou même en Irak. C'est quoi le secret ? C'est la suranticipation peut-être des événements ? Non, c'est Wall Street, les Américains en général sont beaucoup plus réactifs aux changements qui ont lieu au niveau de leur économie. Donc toutes les sociétés américaines, qui sont de toute façon beaucoup plus globales que les sociétés européennes, profitent de zones de croissance qui ne sont pas forcément leur propre marché. On peut penser à la Chine, on peut penser aux pays émergents, etc. Ça, c'est un. Deuxièmement, les taux d'intérêt aux États-Unis sont extrêmement bas. L'argent qui est mis sur le marché arrive aux sociétés, contrairement à ce qui se passe en Europe,
où l'argent qui est mis sur le marché reste dans les banques, puisque les banques ne prêtent pas. Et donc, c'est directement réinvesti. C'est directement réinvesti. Ce qui fait que les coûts de fonctionnement qui sont liés au crédit et au financement dans les sociétés américaines sont historiquement au plus bas, puisque aujourd'hui, les taux d'intérêt sont entre 0 et 1%. Donc, ce qui était un facteur... Plus rapide intégration des politiques monétaires, en tout cas. Plus rapide intégration et une plus rapide adaptation et ajustement aux nouvelles conditions économiques. Ouais. Et ça renforce quand même ce sentiment que, pour parler de Wall Street, que Wall Street peut vivre un petit peu déconnecté des indicateurs économiques finalement. La croissance, le chômage, l'inflation. Encore une fois, Wall Street est global. Wall Street, on ne peut pas regarder comme on regarde. Le CAC, par exemple, est centré sur ce qui se passe en France. C'est évident que si la France va mal, le CAC va mal. Wall Street, contrairement à d'autres indices, elle regarde l'économie mondiale. Ouais. Le monde continue de croître, elle intègre ces données. Les sociétés américaines, vous prenez du Google, du Apple, du Microsoft, ils vendent partout dans le monde. Ce qui se passe aux États-Unis les intéresse, certes, mais un peu moins. Donc l'Europe qui va peut-être bientôt s'inspirer des États-Unis. Merci beaucoup, Michael Gabaye, pour toutes ces explications. Pour certains économistes, la France est au bord de la récession. Les chiffres de l'INSEE ce jeudi indiquent une nouvelle croissance nulle au deuxième trimestre, deuxième stagnation consécutive et plus globalement, c'est l'ensemble des indicateurs qui inquiètent les observateurs. Hier, nous parlions de la faiblesse de l'inflation. Le ministre des Finances, Michel Sapin, admet une panne. Alors comment réparer cette panne ? De plus en plus d'analystes estiment qu'il faut d'abord tourner la page de l'austérité en Europe. Johanna Citruc. Une fois de plus, elle n'est pas au rendez-vous. Entre avril et juin 2014, et pour le deuxième trimestre consécutif, la croissance française est nulle. Et sans ce moteur de l'économie, impossible d'inverser la courbe du chômage. Le chiffre est mauvais puisque c'est un chiffre qui ne permet pas aux entreprises de recommencer à embaucher et donc ne va pas permettre au chômage de baisser. Donc c'est une très mauvaise nouvelle. Diminution de l'investissement des entreprises et balance commerciale déficitaire expliquent principalement cette croissance zéro. Le gouvernement, qui tablait sur une hausse du PIB de plus de 1% pour 2014, a dû revoir sa prévision à la baisse, à seulement 0,5%. Une situation dont le coupable pourrait être l'austérité. Depuis mi-2011, trimestre par trimestre, on a une croissance qui est très faible. Et cette croissance très faible est due en grande partie à un changement de cap de politique économique, à la fois en France, mais partout ailleurs en Europe. C'est le cap de l'austérité. C'est-à-dire que la zone euro est la seule zone au monde à s'être engagée avec un niveau aussi élevé d'austérité. Et c'est la seule zone au monde qui connaît une récession en 2012 et en 2013. Une récession qui a donc laissé place à la stagnation, mais avec une croissance nulle conjuguée à une faible inflation, seulement 0,3% pour le mois de juillet, la menace déflationniste persiste sur l'économie française. Un scénario particulièrement dangereux puisqu'il complique la réduction du déficit et entraîne le pays dans un cercle vicieux. Le ministre des Finances, Michel Sapin, a d'ailleurs déjà annoncé que le déficit public sera supérieur à 4% du PIB pour 2014. Voilà, les ingrédients sont là peut-être pour un assouplissement de la politique monétaire européenne, comme d'ailleurs le souhaite Paris. Allez, on passe au Media Watch. Et on va reparler du dossier russo-ukraino-européen pour cette revue de presse. Sanctions européennes, on le sait, contre la Russie versus embargo russe contre les produits européens. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors des embargos finalement pas si difficiles à contourner. Oui, effectivement, il y a des failles. D'un côté, il y a les marchés financiers européens qui sont fermés aux banques publiques russes, mais pas à leurs filiales. C'est un problème. Et puis, de l'autre, il y a les exportateurs européens qui peuvent facilement contourner l'embargo agricole imposé par Vladimir Poutine. En fait, il suffit de passer par les pays limitrophes tels que le Bélarus ou encore le Kazakhstan, qui sont deux pays qui sont liés à la Russie par une union douanière depuis 2011, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle à la frontière entre ces pays, et cependant ça demande quand même un petit peu de travail en plus puisqu'il faut réétiqueter les produits afin que la provenance européenne ne soit pas démasquée. Voilà, il fallait y penser. Alors Johanna, on s'intéresse au parc aquatique SeaWorld, dont l'action a plongé mercredi à New York. Effectivement, mercredi 13 août, l'action SeaWorld a perdu plus de 30% de sa valeur. Elle est passée d'un peu plus de $28 sous la barre des $19. Par ailleurs, SeaWorld a vu son chiffre d'affaires diminuer de 5% au premier semestre. La principale raison de ce plongeon, c'est un documentaire qui s'appelle L'orque tueuse, qui explique en fait les conséquences négatives de la captivité sur les orques, puisque c'est dans un de ces parcs SeaWorld en 2011 qu'une orque a attaqué et tué une dresseuse, et ce documentaire a ensuite engendré toute une campagne sur le sujet. Un parlementaire californien a même
déposé une proposition de loi pour interdire l'utilisation d'orques en captivité dans les spectacles. Et puis Johanna, une nouvelle application qui permet d'offrir les restes de son repas. Oui, cette application, c'est Leftover Swap, qui compte aujourd'hui environ 10 000 utilisateurs dans le monde. Et comme beaucoup d'autres applications qui ont du succès en ce moment, elle fonctionne sur le principe de l'économie collaborative. Il suffit en fait d'aller sur l'application, de poster une photo de ses restes, de son plat qui n'est pas terminé. Le système de géolocalisation s'occupe d'informer les membres du quartier pour qu'ils puissent venir récupérer ces restes. Une solution donc qui permet de limiter le gaspillage alimentaire puisque selon les fondateurs de Leftover Swap, environ 40% des plats faits maison terminent à la poubelle. En tout cas, ce ne sera pas forcément du goût de tout le monde. En tout cas, c'est intéressant comme idée. Merci Johanna, à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. Et la suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.